Bienvenue dans ce nouvel épisode de Où tu es, nous sommes là, le podcast qui reçoit des joueurs qui comptent dans le cœur des supporters parisiens. Enfant, il a joué à Saint-Brice, Cognac, avant de rejoindre le centre de formation des Chamois Niortais en 98, le FC Lorient en 2006 et par bonheur le Paris Saint-Germain en 2009. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Jallet. Comment vas-tu ? Ça va très bien, impeccable. Tu sais que quand tu as signé au PSG, moi j'étais content parce que j'avais une image de toi. C'était un but extraordinaire à Bollaert sur une remise de Rafik Saifi. Alors vraiment, si vous n'avez pas vu ce but de Christophe Jallet, allez le voir. Incroyable. C'était quoi ce but de fou, Christophe ? J'en ai pas mis 500 dans ma carrière, mais j'ai eu la chance d'en mettre des plutôt sympas. Ça a lancé ma carrière en Ligue 1. Je crois que c'était pour ma première titularisation avec le FC Lorient. Et voilà, comme dirait Sylvain Armand, je crois que j'étais assis sur la Tour Eiffel toute ma vie. Et ce jour-là, tu fermes les yeux, tu frappes et tu mets un but de fou. Donc c'était hyper cool. Tu sais que c'est drôle parce que moi, quand j'ai vu cette frappe, je me suis dit, c'est super, il va nous mettre ça au parc toutes les semaines. J'en ai mis. Oui, t'en as mis. Moi, je me suis dit, on va avoir des buts comme ça toutes les semaines avec Christophe Jallet. Donc j'étais heureux de savoir que tu signais au PSG. C'est gentil. Revenons à ta signature justement au Paris Saint-Germain. Elle a lieu le 6 juillet 2009. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu te souviens des premiers contacts avec le PSG ? Ouais, les premiers contacts ont été noués, je pense, vers 2004-2005. J'avais quelques clubs sur moi, notamment l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Donc je savais qu'il y avait un attrait pour Paris. Lyon, ça ne s'est pas fait l'année précédente parce qu'il y avait une demande trop onéreuse de la part de Lorient pour que Lyon me recrute. Et on parle du gros Lyon en plus. Ouais, tout à fait, ouais. À l'époque, c'était, à mon poste en tout cas, c'était François Clerc, réveillère, et puis c'était le Lyon en grande forme. Ouais. Donc c'était une vraie opportunité pour moi de franchir un gros step. Bon, ça s'est pas fait. Et puis j'ai fait une dernière année à Lorient où, avec une blessure, et le PSG, par l'intermédiaire d'Alain Roche notamment, était toujours en contact avec mon agent. Et ça s'est concrétisé sur un petit peu la finalité sur les 6 derniers mois, même s'il y avait un peu d'incertitude parce qu'on ne savait pas qui allait être le coach encore. Et comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là ? Parce que j'imagine, sans manquer de respect à Lorient, que là tu changes vraiment de monde en arrivant au Paris Saint-Germain. Quel est ton état d'esprit à ce moment-là ? Mon état d'esprit, je le prends comme une réelle perspective d'évolution, même si à l'époque, avec Lorient, on était devant le PSG. Il y a eu l'année très compliquée avec le sauvetage à la dernière journée, mais je savais que Paris Saint-Germain, c'était une étape supplémentaire, avec beaucoup plus de visibilité, avec l'opportunité de jouer dans un stade incroyable, qui m'a fait rêver la première fois où j'y ai mis les pieds. Tu t'en souviens d'ailleurs ? Ouais, c'était avec Lorient, Ouais. C'était mon tout premier match en Ligue 1, c'était au Parc. Je sais que Lorient, vous étiez chiant, à chaque fois vous gagniez au Parc. On a gagné. Ouais, voilà, je me souviens, c'était un peu la bête noire Lorient. Avec Fabrice Furez, c'était mon tout premier match en Ligue 1. Déjà, j'étais même pas sûr d'être dans le groupe avant le match. Et puis finalement, je suis dans le groupe parce que je fais un très bon dernier match amical. Et on vient au Parc des Princes, première journée de championnat, avec Fabrice Furez qui se fait insulter, qui met un doublé. Et Papy Sembodji qui se blesse au bout de 20 minutes et moi je rentre. Donc ma première histoire d'amour avec la Ligue 1, c'était ici. Donc, Et justement, quand tu rentres sur la pelouse du Parc comme ça pour la première fois, même quand on est un joueur qui joue pas au PSG, ça impressionne, c'est quoi ? Ouais, c'est impressionnant. Je me rappelle de l'échauffement, je discutais avec Jérémy Morel et je lui disais mais comment ils n'ont pas envie de jouer à chaque fois tous les week-ends ici, c'est incroyable cette atmosphère, cette ambiance, ce stade de fou. Et après en l'ayant vécu plus tard, je peux comprendre que la force de l'habitude fait qu'on arrive à un petit peu évacuer le fait qu'on est dans un environnement exceptionnel et on est juste là pour se concentrer sur notre boulot qui est de jouer au foot, donc on oublie un peu l'à côté, alors que quand on y vient pour la première fois, c'est génial. Alors, tu es né en 1983, comme moi. Quels sont pour toi tes souvenirs du PSG d'enfant et d'adolescent ? Déjà, est-ce que c'était un club que tu aimais ? C'est quoi tes souvenirs du PSG d'avant ? Alors, mon premier grand souvenir, c'est la tête de Casque d'Or qui deviendra mon coach des années plus tard. Ça, c'est incroyable. Ouais, c'est quand même incroyable. Mais j'avais pas toutes les chaînes télé chez mes parents, donc de temps en temps, on avait le droit d'aller chez mon grand-père pour regarder les matchs de Coupe d'Europe. Et ce soir-là, ça a été la première grande émotion pour le Paris Saint-Germain, à savoir qu'à la base, je suis un provincial. Et Paris, on n'aime pas trop. Donc, mon père n'était pas fan du PSG du tout, ni de Marseille d'ailleurs. Et c'était plutôt Saint-Étienne, lui. Okay. Donc, j'ai grandi dans un contexte où Bordeaux, c'était l'image de marque, parce que j'étais un peu régional de l'étape, avec Zizou. Et voilà, ces images de joie immense, de scénarios incroyables, peu importe l'équipe, on les ressent au plus profond de soi. Et ça a commencé là pour moi avec le PSG. Mais tu sais, moi j'adore les histoires comme ça parce que c'est comme si on ramenait le Christophe Jallet de maintenant, qu'allait voir le Christophe Jallet de 1993. Et le mec qui vient de marquer là, ça va être ton coach plus tard. C'est fou.
Tu penses parfois à ce genre de choses, à ton destin comme ça? Il y a des liens incroyables dans la vie, c'est complètement dingue. C'est pour ça que on dit souvent aux enfants, croyez en vos rêves, essayez de vous donner à fond pour y arriver. Et même s'il y a des choses qu'on pense impossibles, ça arrive parfois quand on arrive à s'en donner les moyens et avoir un peu de réussite aussi quand même, faut pas se le cacher. Comment toi tu vis cette arrivée au PSG? Parce que tu es passé par Niort, par Lorient, comme j'ai dit juste avant, tu changes de dimension. Quelles sont les premières choses qui te marquent quand tu arrives au club? La première chose, c'est le pactage. Quand j'arrive dans ma chambre, déjà j'arrive à l'hôtel Miramar, le PSG, donc mon nouveau club, est en stage de pré-saison en Bretagne. Et j'arrive à l'hôtel et déjà j'ai une chambre individuelle. Et ça, je ne connaissais pas. Ah ouais. Donc, ça compte, ce genre de choses. Ouais, ça compte. Donc je rentre dans ma chambre, j'appelle Jérémy Morel direct parce qu'il a suivi toutes les tractations. On était en chambre ensemble en stage en même temps à Lorient. Et je lui dis, Jay, tu me croiras jamais, je suis tout seul en chambre, j'ai des affaires de ouf. Je lui ai pris plein de photos, je lui ai tout envoyé, j'étais comme un gosse en fait. C'est trop bien. C'était ma première image, j'arrive dans un hôtel de ouf, sur la mer, avec une chambre tout seul et des fringues à gogo. Donc j'étais comme un gamin. C'est bizarre, hein. Ouais, mais du coup, ça change. Parce qu'à Lorient, c'était quoi? C'était genre, t'étais avec Non, mais quelqu'un? c'était classique. Ouais. Déjà, à Lorient, moi, j'avais vécu une évolution, hein. J'arrive de Niort, Ligue 2, Nationale, j'arrive à Lorient, on lave mes affaires, waouh, je suis refait. Il y a des gens à notre service pour le linge, pour nous accompagner au quotidien, trouver une maison et tout. Enfin, déjà, pour moi, c'était assez incroyable. Et donc, on continue de grandir dans les étages. Et quand j'arrive à Paris, voilà, c'est un échelon supérieur encore. Et je me rends compte que, quelque part, je change encore de dimension. 4 joueurs signés au PSG cette année-là, Grégory Coupet, Willy Grondin, Mevlou Erding et toi, donc, ainsi qu'un nouvel entraîneur, Antoine Camboiré. Comment tu sens ce PSG-là, fait de jeunes, ainsi que de joueurs plus expérimentés comme Makelele et Julie? Je le sens bien, moi. De toute façon, quand j'arrive, je suis déterminé dans ma tête à essayer de tout donner déjà pour m'imposer parce que j'arrive pas en rockstar. Oui, c'était ma question suivante. En fait, tu arrives limite en remplaçant de Tcheharak et Djala et carrière droit. Oui, et quasiment que personne connaît. J'imagine que les supporters qui ont vu mon nom, ils se disent ah ouais, lui il joue à Lorient. Ah ouais, il joue à Lorient. Sauf moi qui ai vu le but à Bollard. Voilà. Il joue à Lorient, ouais, peut-être que c'est bien, mais bon, c'est pas ce qu'on attend au niveau du PSG. Effectivement, quand on a Julie, Makelele, Grégory Coupet qui signe aussi, Mev qui faisait partie des meilleurs buteurs de Ligue 1 à Sochaux. Donc j'arrive en dernier en plus, mais moi je suis motivé, j'ai envie de me donner à 300% comme toujours. Et j'arrive dans ce vestiaire aussi qui est composé de mecs que j'ai regardé briller pendant les Coupes du Monde, gagner des Ligues des Champions. Et pour moi c'est assez incroyable, je suis tout petit moi là-dedans. Alors je sais qu'il va falloir que je me fasse ma place, donc j'ai toujours eu mon caractère et ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre avec beaucoup d'humilité, en respectant tous les joueurs qui sont là. Et avec des joueurs comme Makelele, comme Julie, est-ce que... c'est quoi ton attitude à toi? Tu vas les voir pour des conseils? Parce que c'est quand même, comme tu en parlais, des mecs qui ont gagné la Ligue des Champions. Comment ça se passe la cohabitation avec eux? Bon, ça se passe très bien. Déjà, je suis hyper bien accueilli à l'époque par Sylvain, Ludo, Jérémy Clément, Grégory Bourillon. Il y a une petite équipe qui joue au tarot. Et moi, j'ai toujours été un grand joueur de cartes. Donc, le feeling passe assez rapidement comme ça déjà à travers les jeux après les entraînements. Donc déjà, tu crées une affinité. Ça permet de rentrer un peu plus facilement dans le groupe. Puis après, c'est tes performances aussi sur le terrain qui fait que tu as accepté des autres. Donc, oui, parce que tu le sens ce jugement quand il y a un nouveau joueur qui arrive et tu es là, genre tu dois impressionner un peu à l'entraînement. Tu le sens ce truc ou... Oui, tout le temps. Je pense que c'est pour n'importe qui, n'importe quel niveau, n'importe quelle équipe. Tu peux arriver en sélection nationale, au Milan AC, enfin à l'AC Milan, au Real Madrid. Tu as toujours besoin de prouver quand tu es nouveau. Donc toi, tu arrives avec cet état d'esprit où les mecs vont me regarder. Faut pas que je déconne. Et puis ils me le font sentir aussi. Ah ouais, comment? Des petites phrases, tu vois. Je me rappelle de Sylvain qui me disait l'échauffement, on fait des passes et tout. Et puis t'as vu, ça vient vite. T'es plus à Lorient avec Morel et Siani, là, c'est autre chose. Des trucs comme ça, c'est rien, mais c'est des petits détails qui font que on te fait comprendre que tu arrives dans un nouvel univers, il faut que tu montres. Et c'est normal. Et toi, tu t'adaptes à ça en mode ok, l'excellence, ça doit... Exactement. De toute façon, c'est toujours ce qui te nourrit et te fait progresser, d'élever ton niveau et de te dire ok, j'arrive dans un nouveau challenge, il faut que je montre que. Et donc pour ça, il faut se donner 2 fois plus. Donc ce que j'ai fait. Et puis après, ça marche ou ça marche pas. Mais en tout cas, il faut se donner les moyens au départ de pouvoir rentrer dans ce style de concurrence et de montrer que tu n'es pas venu là pour rien. Très vite, quand tu joues tes premiers matchs, les supporters sont séduits par tes qualités offensives. Et ça vient pas de nulle part parce que tu as commencé, je crois, si je dis pas de bêtises, derrière l'attaquant au début de ta carrière. Ouais, t'as commencé offensif. Comme tous les joueurs de foot de haut niveau, généralement, on commence toujours devant.
Et puis après, le talent manque et on recule, tu vois. Bah, justement, tu es descendu en milieu axial, Ouais. après défenseur droit, mais il y a quand même ce goût pour l'attaque. Qui est-ce qui t'a convaincu d'être défenseur droit? Alors le tout premier qui me l'a dit, c'est un coach à Niort qui n'est pas resté très longtemps, qui est resté pendant 6 mois, Vincent Dufour, qui avait fait de très belles choses à Romorantin notamment, où il avait fait monter le club de N3 jusqu'en national, et donc il avait signé à Niort après. Et lui, tout de suite, il m'a dit, toi, tu as un avenir en arrière droit. Et moi, je voulais pas à l'époque jouer milieu défensif. Tu voulais planter, quoi. Ouais, puis je sais pas, je me sentais mieux au milieu, je trouvais que c'était mon poste, je pouvais courir un peu n'importe où, ça me correspondait mieux. Mais il m'a quand même fait jouer 2-3 fois latéral en Ligue 2, et ça fonctionnait pas hyper bien. Mais de mon point de vue, lui me disait si, c'est bien. Ouais. Et je lui disais, bah non, c'est pas bien, donc finalement je suis repassé au milieu. Et par la force des choses, à Lorient, je suis devenu latéral parce que, déjà je suis arrivé pour jouer numéro 6, poste auquel je n'ai jamais évolué pendant 3 ans à Lorient, ni plus jamais de ma carrière, parce qu'il y avait trop de monde. Donc j'ai décalé milieu droit. Et ensuite, il y a eu cascade de blessures. Marc Boutruche et Guillaume Moulet, qui étaient les prépondérants pour jouer à ce poste de latéral droit, sont blessés. Et il y a un match où je dois jouer latéral droit contre Valenciennes, où nos 2 gardiens se blessent, où on joue avec un joueur de champ dans le but, Ouais, et on gagne 1-0. Ouais. Et final, je suis resté là parce que Christian Gourcuff m'a convaincu que c'était mon poste. Et j'ai réussi à trouver du plaisir parce que c'était un poste qui était en développement, un peu plus moderne, avec la possibilité de se projeter très rapidement vers l'avant, ce que j'aimais, faire des allers-retours. Donc ça correspondait à mes qualités athlétiques, et finalement je me suis dit, tiens, il n'était pas si con que ça, Vincent Dufour. Justement, est-ce qu'aujourd'hui tu as vraiment pris conscience que tu étais un arrière droit, ou dans ta tête tu es encore un 9,5 à la Baggio? Non, pas du tout un 9,5. Et d'ailleurs, si on ne m'avait pas replacé plus bas, je pense que j'aurais jamais eu cette carrière, parce que j'avais certaines limites techniques, peut-être dans la vision du jeu, de gabarit aussi peut-être. Et pour exploiter pleinement mes qualités personnelles, je pense que c'était le poste idéal. Dès la 3e journée, cette saison-là, tu marques ton premier but avec le PSG contre Valenciennes. Est-ce que tu t'en souviens? Bien sûr, je m'en souviens, évidemment. Et ça fait beaucoup de bien parce que j'arrive, effectivement, je suis en concurrence avec Marcos Seara, et il débute la saison normale. Et finalement, je m'aperçois que dans les rotations de matchs en pré-saison, je suis un peu latéral, un peu milieu, je suis un peu baladé. Et je ne sais pas vraiment où me situer. Et donc le premier match au Parc, le premier on va à Montpellier, je ne rentre pas, je crois. Le deuxième match, on joue Le Mans à domicile et je rentre milieu droit. Et le troisième match, du coup, on va à Valenciennes et je rentre milieu droit, je ne sais pas, une vingtaine de minutes, 25 minutes. Je suis un peu blessé, je dis rien parce que je veux jouer, je veux montrer. Je suis un peu blessé, même beaucoup à l'adducteur. Et je marque. Et donc là, c'est une espèce de libération. Comme je te disais tout à l'heure, la possibilité de montrer à tout le monde que je ne suis pas venu pour rien, que j'ai des qualités. Je suis très bien servi. Et puis, je mets ce but frappe croisée qui, moi, me donne énormément de confiance. Ça me donne un espèce de soulagement, et ça valide aussi le fait que je sois venu ici en me disant « Ok, je ne me suis pas trompé, peu importe où je joue, je vais y arriver ». Ouais. Justement, la journée d'après, tu marques encore contre Lille, cette fois-ci au Parc. Ouais. Et très vite, il y a un truc qui se passe, c'est que tu as l'étiquette du bon coup du mercato. Est-ce que ça, tu l'as senti à l'époque? Moi, je m'en souviens, à l'époque, on disait « Ah ouais, Jalès, c'est quand même une bonne pioche, quoi. » Ouais. Tu t'en souviens de ça? Quand ça débute bien dans un club où tu arrives et que tu n'es pas attendu, finalement, parce que oui, c'est ça. J'ai pas eu 10 semaines de tractation en disant est-ce qu'il va signer, est-ce qu'il va pas signer. Non, tout le monde s'en foutait, royalement. Je débarque là, on se dit au pire, ça peut être que bénéfique pour moi, finalement, parce que j'ai aucune pression comparé à certains qui sont arrivés la même année que moi, ou même avant. Et donc, du coup, je joue assez libéré. C'est vrai que quand tu as la chance sur tes 3 premiers matchs de mettre 2 buts alors que tu as joué 40 minutes, même si sur celui-là, j'ai été très bien aidé. Ouais, défenseur, mais qui rentre milieu droit. Donc, c'est bien de valider aussi les choix du coach, pour toi, pour lui, pour tout le monde. Et même si ce jour-là, j'ai été aidé par Butel qui se trouve un petit peu sur ma reprise de volée, ça fait quand même 2 buts en 3 matchs, chose qui était quand même assez rare pour moi. Mais ça dénote d'une espèce d'envie de prouver, quoi. Voilà, c'est comme ça, je vais chercher les choses. Et justement, quand tu fais ce genre de début de saison-là, est-ce que tu sens, par exemple dans le regard de Camboire, qu'il y a un truc qui change, qu'il te considère un peu plus, ça tu le sens en tant que joueur? C'est évident, ça c'est une certitude. C'est-à-dire que à la base, un choix qu'on a voulu, parce que le coach, même si au tout départ, c'est Alain Roche qui me veut depuis, comme je te l'ai dit, quelques années. Et il fait valider par Antoine quand même le fait que, ok, est-ce que tu es d'accord pour le recruter? Donc le coach, il valide, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'arrive là, je me dis, il vient de Valenciennes, peut-être qu'il aurait préféré Rudy Mater à l'époque, qui était très bon latéral droit aussi en Ligue 1. Je me dis, il va falloir que je prouve. Et donc, chaque fois qu'il me donne sa confiance, qu'il me fait rentrer en jeu,
bah, ça fonctionne. Donc évidemment que lui, il a compris qu'il pouvait compter sur moi, et moi à la fois aussi j'ai compris que ça y est, c'était parti, qu'il fallait que je saisisse ma chance, quoi. En championnat, la saison est plus que moyenne. Le PSG termine 13e, mais sauf sa saison en remportant la Coupe de France face à Monaco. Tu es d'ailleurs à l'origine du but, vainqueur de Guillaume O'Haraud. Comment tu vis cette victoire? Parce que tout à l'heure, je te disais en off que c'était ton premier titre majeur. Tu m'as rappelé le titre de champion national avec les Chamois niortais. Ouais. Mais là, c'est la Coupe de France, quoi. Ouais, c'est sûr. Et alors, j'oublierai jamais le titre de champion de national parce que c'était une aventure humaine incroyable et ça a permis de faire remonter mon club formateur en Ligue 2 et c'est à la suite de ça que je suis parti en Ligue 1. Donc ça, je l'oublierai pas et pour moi, il n'est pas anodin. Mais effectivement, mon premier titre majeur, on va dire, de très haut niveau, c'est la Coupe de France. Et il y a quelques petites anecdotes sur ça, c'est-à-dire que j'ai été invité plein de fois à aller voir des concerts au Stade de France pour différentes occasions et j'ai jamais voulu y aller. Je m'étais toujours dit que la fois où j'irai au Stade de France, ce sera pour jouer au foot et gagner quelque chose. C'était une espèce de consécration ce jour-là pour moi parce que j'avais, depuis le début de ma carrière, jamais gagné un seul match de Coupe de France. Et quand je dis jamais c'est que j'ai perdu contre des DH, je n'avais jamais gagné un match de Coupe. Et Sylvain Armand me dit au début de la saison, il me dit ah, t'as jamais gagné 2 matchs de coupe? Ah putain, c'est chaud. Il me dit mais tu verras, le jour où tu vas en gagner un, tu iras au bout. Ah ouais. Et en fait, c'est plein de petits signaux, des prédictions comme ça qui se sont confirmées. Et c'était l'aboutissement d'une saison très difficile collectivement parce qu'on a souffert, mais à la fois le début de quelque chose de grand parce que derrière ça a continué de rouler pour nous tous au PSG. C'était le début de grandes aventures. De ce que tu me dis, Armand, c'était le plus gros vanneur du club. Un petit peu, puis j'étais très proche de lui. On était voisins, voilà, on était très très complices. Donc des conneries, il en dit plein, mais il y a aussi de la vérité. À titre individuel, c'est une super saison pour toi parce que tu marques des buts, tu finis meilleur passeur du club, ça c'est quand même assez incroyable pour ta première saison. Alors que tu es encore une fois recruté comme défenseur droit, tu joues beaucoup milieu droit, mais tu es meilleur passeur du club, c'est quand même assez fou. Est-ce que quelque part, c'est pas un petit rêve pour toi parce que tu arrives dans un grand club, meilleur passeur, saison incroyable, comment tu te sens à la fin de cette saison-là? Bah, je me sens bien, mais pas différent d'avant. En fait, je l'ai souvent expliqué, alors pas officiellement, mais en off, enfin quand on était entre nous. En fait, j'explique ça par le fait que les joueurs qui étaient autour de moi, sans faire injure à ceux avec qui j'ai joué avant, qui étaient aussi de très grands joueurs, mais dans la grande majorité, il y avait un niveau au-dessus. C'est-à-dire que j'avais l'impression de faire exactement la même chose que ce que je faisais à Lorient, sauf que de temps en temps, quand tu mets 3 bons ballons, il n'y a pas forcément but, et là, il y en avait peut-être 2 sur 3. Donc en fait, ça validait le travail que je faisais avant, sans pour autant me dire je suis devenu un autre joueur. J'ai l'impression vraiment d'être le même, quoi. Je faisais les mêmes courses, les mêmes centres. Pour moi, j'avais pas progressé de malade à me dire. Parce qu'en fait, tu te dis pas j'ai franchi un palier, je suis le Christophe Jallet de Lorient. Non, mais tu te le dis forcément, parce que si tu arrives à répéter les performances à haut niveau dans un club où tu as plus de pression, où c'est difficile de s'imposer, où tu n'arrives pas en terrain conquis, c'est que tu as franchi un step au moins mental déjà, premièrement. Mais footballistiquement parlant, j'avais pas l'impression d'être différent de ce que je faisais les années d'avant, quoi, vraiment. La saison suivante, le PSG affiche quelques ambitions en signant des joueurs comme Néné ou Bonne-Mère. Et j'aimerais t'entendre parler de Néné parce que tu as dû te le coltiner à l'entraînement parce que ailier gauche, défenseur droit. Comment c'était Néné à l'entraînement parce que moi, c'est un de mes joueurs préférés de l'histoire du Paris Saint-Germain, Néné. Il devait être chiant à jouer, quoi. Ouais, c'est très chiant, puis il parle beaucoup en plus. Donc, à la fois, on veut lui mettre des tacles et des tartes. Mais, non, mais déjà, il était chiant à jouer avant parce qu'on le bat en finale de Coupe de France quand même. L'année d'avant, on se le coltine en championnat. Et vraiment, quand il signe, on se dit waouh, super. Ah ouais? Ouais. Okay. Je me rappelle encore de l'endroit où on était tous ensemble parce qu'on était en stage à Aix-les-Bains. On avait loué un petit bateau pour aller sur le lac pour se baigner l'après-midi off avec la même clique que je t'ai expliqué tout à l'heure, Armand, O'Haraud, tout ça. Et on regarde sur nos téléphones et on voit que Néné va nous rejoindre. Et on s'est tous dit génial, bon joueur. Mais ça arrive souvent, justement, c'est intéressant ce que tu me dis là. Est-ce que parfois, quand il y a des rumeurs de transfert, vous, les joueurs, vous vous dites « Ah ouais, là on est content, ouais, là on est moins content. » Ouais, ça joue ça chez les joueurs. C'est pareil que ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont arriver, donc tu émets un avis dessus et t'attends de voir. Ouais. Est-ce que tu as raison ou est-ce que tu as tort? Et il y a des fois, on a eu grave tort. Et il y a des fois, on a eu raison. Et quand Néné arrive, vous aviez raison. Ouais, on a eu raison. Il a vraiment été... En plus, sa première année, elle est incroyable. Il est top, il est élégant. Il roule trop par terre, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais il nous fait vraiment franchir un step offensif. Et je pense que cette année-là, c'est vraiment là où j'ai pris conscience du potentiel qu'on avait. Et rarement dans ma vie, je me suis dit...
en étant dans une équipe, on peut marquer à n'importe quel moment. Ouais. Et cette année-là, j'ai eu vraiment cette impression-là. Mais c'est vrai que tu as raison, parce que moi, à l'époque, en tant que supporter, quand je voyais Néné en attaque dans ce PSG-là, je me souviens d'un match à Valenciennes où il met un but incroyable, enroulé en pleine lucarne. Ouais. Je me disais, en fait, quand il y a Néné, il peut se passer quelque chose, quoi. Il se passe toujours un truc, la passe, le frappe, le dribble. Je sais pas, il avait ce côté brésilien qu'on aime beaucoup, imprévisible, capable de tout, puis surtout un talent incroyable. Quand je le vois encore jouer, là, l'autre jour, je l'ai vu serrer la main à Neymar, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous, Néné, encore ah, c'est génial. Il y a un match cette saison-là qui m'a beaucoup marqué, c'est la victoire contre l'OM 2-1 au Parc, but de O'Haro et Herding. Il m'a marqué parce que c'était une époque où l'OM venait d'être championne de France, donc c'était un Olympique de Marseille très difficile à jouer. Quels sont tes souvenirs sur ce match-là ? Bah, moi, je crois que c'est ma première victoire dans un classico, donc, parce qu'on a pris 2 roustes les années d'avant au Vélodrome, dont un qui avait été décalé pour cause de grippe aviaire. On était tous un peu malades, donc il a été décalé, mais on avait perdu au Vélodrome et on avait pris 3-0, je crois, au Parc avec Hatem Ben Arfa qui met 2 buts. Donc, c'est pas le match où Zenden va sur la boîte. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, j'étais pas celui-là. Je l'avais vu à la télé celui-là. mais du coup, c'est vrai que moi, c'est ma première victoire contre l'OM gagnée. Et j'avais senti l'impact que ça pouvait avoir sur l'extérieur, au niveau des supporters, au niveau de l'environnement du club. Ces défaites de l'année passée. Et vraiment là, on était un peu sur notre force en se disant, ça y est, c'est notre année, on va y arriver. Et c'est vrai qu'on fait une très belle saison, qu'on aurait mérité mieux, mais au milieu de tout ça, il y a quand même ce genre de victoires qui ont une saveur particulière parce que c'était dur quand même. Mais justement, sur une victoire comme ça contre l'OM au Parc, et encore tu disais que c'était ton premier classico gagné, est-ce que tu sens un Parc différent ? Ouais. Ouais, vraiment, mais... Oui, dans tout, même là, avant, après, pendant, il y a une électricité dans l'air, il y a... Je sais pas, il y a beaucoup plus d'attente. Tu sens que c'est prêt à s'embraser à chaque contact, à chaque frappe. Enfin, les émotions sont décuplées en fait. Et ça change quoi sur le joueur que t'es, toi ? Ça met plus de pression ? Ça t'oblige à être encore... Non, en fait, ça t'en met beaucoup avant, pendant, après, pas trop. Même si tu sais que c'est un match particulier, qu'il faut répondre présent dans les duels, ça se gagne avant tout là-dedans. Et là où on avait été un peu en difficulté la saison précédente, donc tu sais que tu dois monter le curseur à certains niveaux. Mais une fois que le match il est engagé, finalement, le maillot, tu le vois plus trop. Tu sais que tu dois être déterminé à la mort, mais c'est plus dans l'approche, les premières minutes, l'appréhension un peu du contexte qui fait que c'est différent. Cette saison-là, le PSG termine 4e et finaliste malheureux de la Coupe de France contre Lille. Et toi, personnellement, tu es le joueur qui a joué le plus de matchs cette saison-là, que ce soit en tant qu'arrière droit ou milieu droit. Comment tu as vécu cette saison qui a fait de toi, finalement, un titulaire indiscutable ? Parce que la saison d'avant, il y avait un peu, comme on le disait, l'attente. Qui est Christophe Jallet vraiment au Paris Saint-Germain ? Et là, il n'y a plus de question, quoi. C'est titulaire indiscutable et le plus grand nombre de matchs. Ouais, je l'ai bien vécu. C'était dur physiquement, mais je pense que c'est ma saison la plus complète, d'ailleurs, de ma carrière, où j'ai fait le plus de matchs. Parce qu'il y avait la Coupe d'Europe, puis on a été loin en Coupe. Donc, non, moi, je l'ai hyper bien vécu. C'était génial. La seule frustration, c'est de ne pas finir dans les 3. Parce qu'on aurait vraiment mérité le coup de dé malchanceux. Malchanceux, c'est toujours de notre faute, mais il est à Lyon où on gagne à Lyon et on se fait rejoindre à la dernière minute. Et si on franchit ce step, je pense qu'on bascule déjà en mode Ligue des Champions l'année suivante. Pour pas dire plus, on sait pas. Mais en tout cas, c'est la saison la plus aboutie de ma carrière, personnellement et collectivement à ce moment-là, ça c'est sûr. Comment est-ce que toi, est-ce que tu as le sentiment de devenir un cadre du club, ou est-ce que tu te dis ça va peut-être venir avec le temps, ou là en tant que titulaire indiscutable tu te dis je deviens un cadre du PSG? Je me suis jamais mis d'étiquette par rapport à ça. Le foot, c'est une remise en question permanente. Je pense que ça existe. Évidemment, on ne va pas se mentir, mais et je ne veux pas faire le faux modeste, hein. Je dis comme je le pense, c'est que juste moi je savais très bien que j'étais OK, j'avais fait une super saison, tout roulait pour moi, mais j'ai jamais été le mec qui amenait la lumière. Donc d'un claquement de doigts, le club décide de prendre un mec qui va être très bon à mon poste ou quoi, je peux disparaître, ça fera tort à personne. Je suis pas Zlatan, je suis pas Néné, je me souviens d'un œil extérieur à l'époque. Je me disais, c'est cool d'avoir Jallet dans le club parce qu'on sent qu'il met une bonne ambiance. Oui. Il y a toujours les performances qui sont bonnes. Non, mais vraiment, il y avait ce truc il y avait la bande de potes, t'en parlais tout à l'heure, il y avait Armand O'Haro. Parce que ça compte dans le football, finalement, d'avoir un noyau comme ça de joueurs qui est content d'être là, etc. Donc c'est aussi en ça que je parle de cadre. Ah ouais, bien sûr, mais ça, pour le coup, ça, je renierai pas ma part du marché là-dessus. Moi, j'aime les gens. Et j'étais pas le seul à cette époque-là. Et on s'est hyper bien trouvé. Et on avait une ambiance qui était vraiment incroyable au sein du groupe. Des embrouilles, il y en avait comme tout le monde, mais il y avait quand même une joie de vivre. Et autant tes performances sur le terrain, tout le monde peut les juger, mais une importance dans un groupe, c'est différent. Et
Et c'est surtout ça dont je suis le plus fier en fait, c'est d'avoir essayé toujours d'être un élément moteur d'une certaine cohésion parce que putain, on a la chance de faire un métier de rêve, on joue dans un cadre exceptionnel. Donc oui, on a tous des problèmes, mais avant tout, prenons du plaisir. Et moi, c'est le seul truc pour lequel je peux dire que j'ai été garant de cette chose-là parce que j'étais pas le seul, loin de là, mais j'en ai fait partie et ça apporte beaucoup dans un vestiaire, dans un club et dans un groupe, c'est sûr. Alors, arrive l'été 2011, l'été qui change le destin du Paris Saint-Germain, avec l'arrivée de QSI. Et là où c'est intéressant, c'est que toi, tu as connu la transition entre ces deux PSG-là. Comment les joueurs en place ont vécu ces rumeurs de rachat du PSG? Eh ben, au début, on n'y croyait pas trop, puis surtout, on savait pas vraiment ce qui allait en découler. C'est surtout ça. Bon, que le club soit racheté, c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Qui arrive, pourquoi, comment, quelles sont les ambitions, est-ce que ça va se lisser sur plusieurs années, est-ce que c'est d'un coup d'un seul. Évidemment, quand on part en stage en début de saison, on est un peu dans l'expectative de savoir ce qui va devenir de nous individuellement et collectivement. Les deux sont liés. Parce que toi, tu te dis, s'il y a un gros recrutement, peut-être que ça peut mettre ma place en jeu. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, après ça, je me le disais tout le temps. Tout le temps, même en hiver, j'étais refait quand le mercato d'hiver il se terminait et que je voyais qu'il n'y avait pas un joueur qui avait signé à mon poste. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, on sait jamais, tu vois. Ton avenir, il est toujours incertain et de la confiance, j'en ai eu toute ma vie et c'est ce qui m'a fait progresser. Mais il y a des moments où quand tu te sens bien et que t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne te marcher sur les plates-bandes, tu vois, ça peut être chiant. Mais là, c'est surtout, individuellement et même collectivement, qu'est-ce qui va devenir du PSG? Quelles vont être les ambitions? On passe de 13e à 4e avec une saison plutôt aboutie, même s'il n'y a pas de titre au bout, on n'en est pas loin, on peut en finale de coupe, on finit 4e. Donc on est sur une bonne lancée, on se dit est-ce que ça va tout remettre en question ou est-ce que ça va nous faire progresser sur tout ça? Justement, Leonardo arrive en tant que directeur sportif, des nouveaux joueurs arrivent comme Jérémy Ménez, Blaise Matuidi, Javier Pastore, Kevin Gamero. Quand tu vois tous ces joueurs arriver, est-ce que tu sens tout de suite une différence? On le sent pas tout de suite, mais on sent qu'on change de monde quand même. C'est-à-dire que avant on avait 10 millions pour recruter et c'était une galère à chaque fois. Il y en avait un ou deux qui arrivaient par saison et c'est tout. Et là, d'un coup, Leonardo, il arrive, il dit « Super ce que vous avez fait, c'est génial, bravo pour la saison dernière, on veut construire là-dessus, on va y aller step by step. » Et le premier step, c'est quand même 7 joueurs qui arrivent en 15 jours, tu vois. Alors qu'à Paris, 7 joueurs, ça représentait 4 mercato. Donc tu te dis « Ouais, il se passe un truc là. Attention, ça va bouger. Pour qui, où, comment ?» Une chose est sûre, c'est qu'on ramène beaucoup de qualité avec du talent supplémentaire. Et après, il faut composer avec tout ça. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que moi, je vais être menacé? Est-ce que mes potes vont être menacés? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va bien s'entendre avec toutes ces arrivées d'un coup? Beaucoup d'interrogations. Est-ce que ça s'est pris des petits ponts de Pastore à l'entraînement lors de son arrivée? Pas lors de son arrivée, mais on en a tous ramassé, ça c'est sûr, évidemment. Mais ça c'est c'est l'énorme coup du premier mercato. Où, là, ça signe définitivement l'arrêt avec le PSG. Et quand il arrive à l'entraînement, Pastore, tu sens le Floriclass, quoi, le joueur. Au début, on se pose quand même beaucoup de questions. 40 millions, qui met 40 millions sur un joueur que personne ne connaît? Oui, parce que moi, c'est ça. En fait, on ne connaissait pas forcément. Personne ne le connaissait. À l'époque, les réseaux sociaux, on ne connaît pas trop. Des vidéos pour trouver des joueurs, il y en a quelques-unes, mais peu. Et donc, il y a beaucoup d'interrogations au niveau de l'arrivée de Javier au départ. On se dit 40 millions, ça doit être un sacré joueur. Bon, on n'a pas été déçus. Lors de cette saison 2011-2012, il va se passer quelque chose qui va changer ta carrière. C'est l'arrivée de Carlo Ancelotti. Quels sont tes premiers contacts avec lui? Déjà, j'imagine que ça doit être impressionnant d'avoir Carlo Ancelotti qui arrive comme ça au club. Ah ouais, c'est sûr. Les premiers contacts, ils sont brefs, c'est bonjour. Hein. T'es intimidé un peu ou pas? Oui, évidemment. Je me rappelle qu'on était resté avec Sylvain Armand chez Jérémy Clément qui jouait à Saint-Etienne à cette époque-là, parce que le dernier match est à Saint-Etienne, donc on reste à Saint-Etienne et on voit plus tard dans la nuit un bandeau, Antoine Camboire démis de ses fonctions. Alors vous l'apprenez comme ça? Ouais. Et donc, quelques jours plus tard, on apprend que c'est Carlo Ancelotti qui va arriver. C'était un peu dans les tuyaux, on en avait quand même entendu un petit peu parler. Mais là, on se dit, nouveau changement d'univers, les habitudes sont chamboulées et c'est reparti pour une nouvelle aventure, quoi. Et il te parle, Ancelotti, il fait une sorte de réunion avec tous les joueurs comme ça? Non. Ou pas du tout? Non, il me parle pas. Et moi, ma première question, c'est est-ce qu'il me connaît? Ouais. Je me doute bien qu'il a dû bosser sur l'effectif qu'il allait avoir, mais au tout départ, je me dis, putain, j'ai aucune chance, il doit pas me connaître, le gars.
Ouais. Et donc c'est intéressant parce que c'est limite comme si tu revenais au PSG il y a 2 ans, exactement. et là tu dois tout prouver. C'est un retour en arrière. Mais ça met un bon coup de pied au cul aussi. Ouais. C'est plutôt. Puis il arrive avec des méthodes de travail complètement différentes, avec du matériel nouveau. On commence à mettre des GPS. Personne ne connaissait les GPS à l'époque. Et là, on se sent épié. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors moi, ça m'arrange les GPS. Ma qualité, c'était de courir. Alors, des fois n'importe où, mais au moins j'avais des bonnes stats. Mais c'est surtout qu'on se dit, bon, bah, va falloir prouver, lui montrer de quoi on est capable pour pouvoir rentrer dans ses idées. Et on parle souvent du flegme de Carlo Ancelotti. Ça aussi, tu le ressens quand il arrive comme ça, ce côté un peu taiseux. Ouais. Ah ouais, mais c'est assez impressionnant parce que on le voit avec son charisme naturel comme ça, qui est là à côté du bus en train de fumer sa clope et qui regarde un petit peu tout le monde, qui toise de loin mais qui dit pas grand-chose. Mais par contre, quand il vient de voir, c'est précis, clair, net, il n'y a pas de détails. Il parle français déjà, et ça c'est important. Je trouve déjà quand tu arrives dans un club, même si tu es Carlo Ancelotti, le fait. Alors il parlait italien avec beaucoup de joueurs qui étaient passés par l'Italie, mais au français il parlait français et il a toujours voulu qu'on parle français ensemble, en règle générale. Après quand il faisait du one-to-one ou par petit groupe, il pouvait parler dans une autre langue. Mais... Donc en fait tu sens qu'il arrive mais qu'il a envie aussi de s'intégrer à nous. C'est pas seulement ok le chef il est là et vous écoutez, vous fermez vos gueules. Non, c'est je suis là mais je suis avec vous. Tout de suite, de par cette posture-là, de parler français, de venir tous nous voir aussi au fur et à mesure, même si c'est pas tout de suite, des petites discussions comme ça. Donc on sent le respect et l'envie de s'intégrer à nous et pas seulement à nous de l'intégrer. Au cours de cette saison, le Paris Saint-Germain ne termine pas champion, mais toi tu deviens un cadre du vestiaire, on en parlait juste avant, maintenant c'est une réalité. Déjà parce que tu es fiable footballistiquement, j'en parlais tout à l'heure. En fait, à la fin de cette saison-là, toi tu te dis quoi en fait? Parce qu'il y a un changement de dimension, tu es toujours titulaire. Ça y est, t'es installé dans ce nouveau PSG, quoi. C'est quand même gratifiant, quoi. Ouais, c'est gratifiant, mais comme d'habitude, je me dis qui va arriver, quoi. Bah justement, lors de la saison suivante, le PSG prend une autre dimension avec des joueurs comme Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Verratti. Et en fait, ce qui est fou, c'est que malgré tous ces joueurs, Carlo Ancelotti te désigne capitaine du Paris Saint-Germain. C'est comme un trophée, ça. Non, j'imagine, c'est une fierté de fou, en fait. Ouais, c'est pour moi venu de nulle part à la base, mais après, qui est construit intellectuellement. C'est-à-dire qu'il explique pourquoi. C'est-à-dire qu'il réunit tout le monde. On est en stage aux États-Unis. Il dit voilà, moi, je vais jouer un capitaine français. Donc, je vais voir quelques joueurs. Je vais leur demander s'ils veulent, s'ils ont envie de porter le brassard. Après, je déciderai qui le portera. Donc moi, je suis nommé parmi ces joueurs. Donc bah ouais, c'est une reconnaissance incroyable. Je l'ai pas. J'ai défendu mon point de vue, mais j'ai pas non plus souhaité un désir innommable de l'avoir. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit au coach, moi, si je suis capitaine, j'essaierai de représenter du mieux que je le peux. J'essaierai de faire le lien entre tout le monde et d'essayer d'être un capitaine honorable. Mais si vous pensez qu'il y a quelqu'un, il n'y a pas de souci, quoi. Pas de revendication particulière. Et finalement, il a décidé de me le donner. Et il m'a aussi, entre guillemets, un peu plus tard dans la saison, demandé si je voulais bien le donner à Thiago. Et ça a été fait dans la même démarche intellectuelle. Ouais. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Là, tu es capitaine du Paris Saint-Germain cette saison-là. Et comment toi, tu gères le fait de devoir être le capitaine de Zlatan Ibrahimovic, de Thiago Silva, de ces joueurs-là? Est-ce que tu penses à ça le soir quand tu rentres chez toi en te disant demain dans le vestiaire, je vais peut-être devoir donner, pas des consignes, mais en tout cas, voilà, remplir mon rôle de capitaine devant ces grands joueurs, quoi? Non, j'y pensais pas. Et puis, le seul plaisir que ça me procure, c'est aujourd'hui, je peux dire, Zlatan, c'était mon petit, j'étais son capitaine. Oui, puis Beckham aussi. Ouais, non, mais c'était plus symbolique, le fait que je sois capitaine, que vraiment, on va dire, une vérité absolue. C'est-à-dire que, comme je te l'ai expliqué avant, c'était une démarche personnelle et intellectuelle de la part de Carlo, qui voulait garder l'identité française. Mais en fait, j'étais pas capitaine tout seul. Et je trouve que c'était en ce sens où c'était vraiment génial, c'était qu'à cette époque-là, n'importe qui pouvait parler. Que ça soit le mec qui n'était pas inscrit en Ligue des Champions, Zlatan, Nico Douchez, Alex, tout le monde avait le droit de parler. Et il n'y en avait pas un qui avait un rôle plus important que les autres. Un ego, une aura, tout ce que tu veux. Oui, on a tous des dimensions disparates, mais chacun avait son mot à dire. Et ça, c'est pour ça que moi, on va dire que j'étais un peu le représentant, mais honorifique. Tu vois, j'avais pas un droit supplémentaire et je m'autorisais pas ce droit parce que j'avais pas plus de légitimité que quelqu'un d'autre pour revendiquer quoi que ce soit. Donc,
J'étais capitaine, mais ça s'arrêtait là. J'allais pas voir je sais pas qui pour faire exercer un moyen de pression. Tu faisais pas de zèle, quoi. Jamais de la vie, en fait. Et ça, je pense que tout le monde l'a compris. Quand Zlatan arrive, c'est comment à l'entraînement pour les premiers matchs, parce qu'on connaît le personnage qui est Zlatan. Toi, t'es impressionné ou... Ouais, je suis impressionné déjà de voir qu'on a la capacité à le faire venir chez nous. Oui, parce que je trouve qu'il y a vraiment un step par rapport au recrutement d'avant, où là, il y a Pastore qui arrive, c'est génial. Mais là, cette année-là, c'est quand même Thiago Silva, Zlatan. Moi, je me souviens, c'est l'année où je me suis dit, OK, là, on entre dans la bande de la Juve, du Real, de tout ça, quoi. Ouais, c'est pareil pour nous. On se dit la même chose vu du vestiaire. C'est exactement la même symbolique pour nous. On s'aperçoit que plus ça va et plus on a des grands joueurs qui sont en plus dans la force de l'âge. Donc c'est des vraies valeurs ajoutées. Et puis la capacité du PSG à attirer ce genre de joueurs aussi. Tu as un coach de renom, une équipe qui prend de l'ampleur, des résultats qui ne font que progresser. Et en plus de ça, tu as des mecs de stature internationale qui viennent signer au PSG. On n'y croyait pas trop au début aussi. Quand on était à l'intersaison, on entendait le nom de Zlatan circuler, on se disait jamais de la vie. Et puis quand on le voit faire des jonglages à la Tour Eiffel alors qu'on est aux États-Unis, on se dit ah bah si c'est fait, à demain. Et il est dur à l'entraînement, ça prend des coups Ouais, il est dur, mais c'est bien. Ouais. Je pense que j'en ai jamais vraiment rediscuté avec tout le monde, mais les premiers entraînements, j'en ai encore des images là sur les vieux terrains aux États-Unis où il faisait 50 degrés. Et tu sens qu'il y a un gap supplémentaire techniquement, physiquement, il en impose. Les premiers duels, les charbonneurs, je me rappelle de Mamad qui veut aller le mêler un coup et tu sens que ça répond en face, ça bouge pas, ça bronche pas. Puis au départ, et lui aussi, et comme tout le monde, il a approuvé quand il arrive, même si c'est Zlatan, il parle pas trop au départ et juste il monte sur le terrain. Donc quand il monte sur le terrain et qu'il a vraiment envie, ça pique. Une anecdote que j'adore avec Zlatan, avec Mike Maignan, peut-être que tu la connais. Ouais, sans doute. Ouais, c'est ça, où en gros, ça tirait des pénaltys. Il poussait à bout Maignan, il le poussait à bout. Maignan a répondu par une insulte et au lieu de s'énerver, il lui a dit « Ok, toi t'iras loin parce que t'as pas eu peur de me répondre. » C'était un peu comme ça, Zlatan, il vous poussait comme ça. Ouais. Il a eu la même chose avec Adri Rabiot, il l'a énormément fait chier, il n'y a pas d'autre mot. Sur et en dehors, il était toujours à le chercher, à le piquer. Mais par contre, quand Adri n'entendait pas forcément, il en faisait que des éloges. Il disait Adri, il a de la personnalité. Adri, qu'est-ce qu'il est fort. J'ai rarement vu un jeune faire des choses comme ça. Mais par contre, dès qu'il était avec lui sur le terrain, il voulait le défoncer. Par n'importe quel moyen. Il voulait lui montrer que c'était dur le foot et qu'il allait falloir vraiment se battre pour y arriver. Mais il avait une grande estime de lui. Mais c'est souvent comme ça dans ces relations conflictuelles. Et avec lui, si tu n'allais pas dans le répondant, il te tuait. Tu étais obligé de lui rentrer dedans. Mais ça, nous, c'est ce qu'on ressentait de l'extérieur. On se disait, on a l'impression que les joueurs le suivent un peu quelque part parce que maintenant, et en plus, je pense qu'il y a une exigence en plus quand des joueurs comme Thiago Silva et Zlatan arrivent. Et on dirait qu'il y avait un peu ce truc de, même dans le fonctionnement du club, il mettait quelques avis, etc. En fait, il a changé tellement de choses, Zlatan. Ouais, c'est l'expérience du haut niveau et de ce que nous, on n'avait pas pu connaître dans nos carrières aussi. Les trois quarts des... je vais pas dire... Je parle de ceux qui étaient là du PSG d'avant. Quand on a franchi ce step, nous, on n'avait pas connu tout ce que ces joueurs ont ramené. Le haut niveau international, les grands clubs européens. Moi, j'étais juste resté en France, à Niort et à Lorient. Donc, Mais c'est pour ça que ce PSG hybride, il est intéressant, je trouve. Moi, je l'aime bien, ce PSG, parce qu'il y a le PSG d'avant, il y a le PSG d'après, et tous ces joueurs cohabitent. Et en plus, ça marche. Moi, je me souviens aussi d'une anecdote où il y a un barbecue qui est fait avec Beckham. C'est charmant, je crois. En fait, c'est marrant cet alliage entre des méga stars que vous regardiez à la télévision les soirs de demi-finale ou finale de Ligue des Champions, et maintenant tous ces joueurs qui se rencontrent et ça fonctionne, quoi. Ça s'appelle l'honnêteté et la simplicité, c'est tout. On ne s'est pas changé parce qu'il y a des joueurs de très haut niveau qui sont arrivés. Oui, on a pris les côtés positifs, bénéfiques du travail, parce que ça, clairement, peut-être qu'avant, on en manquait beaucoup. Donc eux, ils ont ramené une exigence avant les entraînements, pendant et après, qu'on a suivi et qui nous a fait du bien, individuellement et sportivement. Et il y en avait besoin. Mais après, on est restés les mêmes. C'est pas parce qu'il y a Zlatan à côté de moi dans le vestiaire que je disais plus les mêmes conneries ou que je mettais pas la même musique, en fait. Justement, ça vannait entre anciens joueurs et nouveaux joueurs, comme ça vannait un petit peu. Ouais, tout le temps, mais c'est toujours le défi. Et puis nous aussi, quelque part, on était la caution française du vestiaire. Et le PSG, c'est français, tu vois. Et il y a un moment donné aussi... quand tu vas jouer en Angleterre, les Anglais ils savent te le rappeler que tu es chez eux et que toi tu te tais et d'abord tu écoutes ce qu'on dit et après tu parleras. Alors nous on n'était pas dans ce mode de communication là, mais on avait aussi nos valeurs à faire respecter. Et donc en fait, le fait qu'on ait ce comportement là, accessible, disponible, sociable, essayer de mettre tout le monde dans les meilleures conditions, mais avec nos valeurs à nous, ça a permis d'intégrer tout le monde et de créer un collectif unique. Franchement, c'était génial.
Moi, il y a un match qui m'a beaucoup marqué cette saison-là, c'est le match retour au Nou Camp contre le Barça. En fait, au match aller, le Paris Saint-Germain fait 2-2 au Parc, on s'en souvient, et au retour, il ouvre très vite le score par Pastore avant de se faire rejoindre un partout. Je te parle de ce match parce que malgré l'élimination, moi, je me souviens qu'en tant que supporter, et je pense que beaucoup de supporters se sont dit ça, il y avait vraiment ce côté où on se disait, on est éliminé, mais on a fait un super match et on sent qu'on peut aller la chercher cette Ligue des Champions. Est-ce que vous l'avez aussi ressenti ça dans le vestiaire, malgré l'élimination ? Dans le vestiaire, on n'a rien ressenti du tout à part la mort. J'imagine. Ça a mis longtemps. Ah ouais, cette défaite, elle a fait mal. Ouais, j'ai rarement entendu, je crois que j'en ai vécu 2 des silences comme ça, morbides dans un vestiaire de foot. Et celui-là, c'est ma première expérience. Ouais. C'était très très dur parce que au match aller, on mérite peut-être pas de faire 2-2, mais on le fait. Et au match retour, on y a cru. Et en fait, comme tu le dis très bien, c'est le début en fait de l'espoir de se dire ça y est, on est à peu près au niveau pour éventuellement rêver à gagner une Ligue des Champions, ce qui n'était pas le cas avant. Donc oui, tu as une naissance d'espoir, mais nous, sur le moment là, c'est dingue. Et puis le coach, il a voulu absolument ramener tout l'effectif. Donc c'est-à-dire que même ceux qui n'étaient pas inscrits sur la liste de Ligue des Champions étaient dans le vestiaire, avaient fait le déplacement. C'était un truc vraiment collectif. Et moi, je rentre dans le vestiaire et là, il n'y a pas un bruit. On prend la douche, il n'y a pas un bruit. On est dans le bus, il n'y a pas un bruit. On rentre dans l'avion, il n'y a pas un bruit. C'est-à-dire que personne ne s'est parlé parce que la déception était à la hauteur de l'événement qui, pour nous, on savait qu'on était passé pas loin de quelque chose de très grand. Il y avait la place. Et ouais, on était à ça, quoi. Mais moi, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué sur ce match, c'est Messi sur le banc parce qu'il n'était pas titulaire. Et en fait, même aux commentaires, les gens étaient là, genre, on sentait qu'il y avait la peur que Messi entre. Bien sûr. Est-ce que vous la ressentez, cette peur quand Messi entre ? Ouais, ça a joué ? Je pense que c'est, j'ai pas revu les images, mais je pense que c'est ultra visible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il rentre sur le terrain, déjà, je pense que lui fait renaître des morts dans le stade parce que les supporters n'y croyaient plus. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'ambiance pesante où on menait 1-0, on gérait, il se passait plus rien. Et quand il s'est levé pour aller s'échauffer alors qu'il était blessé, l'espoir il est revenu de leur côté. Et quand il est rentré, alors là, il ne porte pas son nom par hasard, c'est-à-dire qu'il y a tous ses disciples et ses apôtres autour de lui qui se sont sentis revivre avec des forces décuplées. Tout le monde a commencé à mieux jouer du côté du Barça, le stade a commencé à se lever et il s'est passé ce qui s'est passé. Et en étant à 20% de ses possibilités, juste par sa simple présence sur le terrain, il a réussi à être hyper bénéfique pour le Barça. Et surtout dans le football d'aujourd'hui, il y a prolongation. Après ce match. Je sais. On ne peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Quelques semaines plus tard, le Paris Saint-Germain devient champion pour la première fois en 19 ans, en allant gagner à Lyon. À quel point ce titre c'était important pour vous, les anciens ? C'était la validation de tous les efforts consentis. Ça l'était peut-être encore plus pour certains que pour moi, parce que c'est vrai que je parle souvent de Sylvain, mais Sylvain, il a dû faire 8 ou 9 ans au Paris Saint-Germain. Il a vécu des années ultra difficiles. Et en fait, le bonheur de vivre un titre de champion de France, parce que des coupes, il en a gagné, mais... Et c'était rare à l'époque. Ouais, c'était rare. Ça faisait, je ne sais plus combien d'années que c'était pareil à 19 ans. Même si on le sentait approcher, ce titre, on était passé pas loin l'année d'avant. Montpellier a fait une année exceptionnelle, mais bon, on aurait dû faire mieux. Mais cette année-là, on n'avait pas le droit à l'erreur. Et ce titre, il est juste génial parce qu'on est encore dans la mixité des deux PSG. Ouais. Et ça permet de valider tous les efforts qu'on a fait ensemble avant, avec ce nouveau PSG qui arrive et qui nous a bonifié, qui nous a permis d'atteindre ce niveau. Et ce savant mélange, il est juste génial. C'est des instants de bonheur qu'on n'oubliera jamais parce que les titres, au final, c'est ce qui reste et c'est surtout les événements qui sont liés à ça qui marquent une vie. Et justement, à titre individuel, toi, tu termines dans l'équipe type de la Ligue 1. Ah bon, je ne savais pas. Si, tu termines dans l'équipe type de la Ligue 1 cette année-là. Tu es capitaine en début de saison, tu es champion international A depuis peu. Est-ce qu'il s'agit de la plus belle saison de ta carrière ? Peut-être. Ouais. Je sais pas, c'est dur de les classer parce qu'elles ont toutes leur lot d'événements positifs ou négatifs et marquantes, mais en tout cas, il est évident que ça a été une année hyper prolifique pour moi. Ouais. J'ai eu la chance, grâce à cette saison et grâce au PSG, de gagner des titres, d'être élevé au rang international, et puis surtout d'avoir su créer une famille, quoi, parce que ce titre, ça nous unit à jamais. Et donc, il y en a pour qui ça sera anecdotique parce qu'ils en auront gagné 70 dans leur vie, ce qui n'est pas mon cas. Donc, pour moi, chaque élément de cette année est une personne importante et comptera toujours pour moi. Carlo Ancelotti a toujours milité pour que tu ailles en équipe de France. Ouais. C'est quand même incroyable. À quel point cet entraîneur a été important dans ta carrière ? À tout point de vue. Mais
Ce que je dis souvent, c'est que j'ai eu la chance d'avoir franchement d'excellents entraîneurs. Chacun dans leur style et dans leur métier, parce que il y a un métier d'entraîneur, mais il y en a 10 au sein d'un même métier. Et donc, je trouve que j'ai eu vraiment la chance d'être accompagné par des gens de grande qualité. Mais Carlo, forcément, devient la pièce essentielle dans ma mutation, on va dire, parce qu'effectivement, il m'a donné, comment dire, la qualification d'un entraîneur de rang de très haut niveau, international, reconnu en tant que joueur, entraîneur qui a tout gagné. Et moi, il m'a valorisé. Il a poussé pour que j'aille en équipe de France. Alors, bon, c'était pas son rôle, mais bon, s'il l'a fait, je l'ai pas payé, promis. Je lui ai rien donné, mais ça a dû te toucher c'est à sans fond, doute quoi. qu'il le pensait, en tout cas à l'époque. Toi, t'as dû être touché à fond à l'époque. Ouais, mais j'aimais pas de fin. Au début, j'étais fier qu'ils disent ça. Mais en même temps, je me disais, c'est un peu de la propagande. J'ai pas envie qu'un jour un sélectionneur il me prenne parce que Carlo Ancelotti a dit ça. Et d'ailleurs, ce qu'a pas fait Laurent Blanc, d'ailleurs. Parce qu'au moment où il le dit, c'est Laurent Blanc, il me prend pas d'ailleurs. Donc finalement, ça n'a pas marché, ça a servi à rien ce qu'il a fait. Oui, mais quand même, ça te place sur l'échiquier international quelque part, parce que les médias, c'est repris, puis il y a aussi un débat public qui se fait. Est-ce que dois aller en équipe de France? Tout ça, ça compte quand même. Non, c'est sûr. Bon, après, je suis capitaine d'une équipe qui est championne de France. La question se pose, même s'il n'avait pas parlé. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu loin de tout ça, même si j'y pense, et c'est mon rêve ultime d'aller en équipe de France à ce moment-là. Je me dis, le lobbying, j'ai pas envie non plus d'y aller parce qu'un coach m'a mis en avant, tu vois. Bon, bref, quoi qu'il en soit, ça arrive par la force des choses et ouais, c'est une année incroyable. Tout à l'heure, tu me disais, quand on est un joueur, on n'a pas envie de voir un nouveau joueur arriver. La saison suivante, il y a Grégory Van der Wiel qui arrive au Paris Saint-Germain. Il y a aussi un changement. Carlo Ancelotti s'en va, Laurent Blanc arrive. Comment elle se passe cette dernière saison pour toi au Paris Saint-Germain? Déjà, Carlo, il nous fait tourner quasiment un match sur deux avec Greg. Mais toi, tu as cette capacité de jouer un peu partout. Ouais, moi, je joue quand même les plus gros matchs. Et après, Greg est là. En fait, Greg, c'est peut-être le concurrent avec qui j'ai partagé le moins de choses dans ma vie parce que c'était un garçon qui était hyper introverti. On ne s'est jamais tiré dans les pattes, on ne s'est jamais fait de crasse ou quoi. Mais c'est le concurrent avec lequel j'ai quasiment jamais rigolé parce qu'il était vraiment hyper distant. Et tu as besoin de ça, toi, grave. d'être pote avec tes concurrents? Ouais, souvent, on en parle au poste de gardien. Il y a toujours une bonne entente parfois entre les gardiens. Ouais. Mais parfois, on peut imaginer qu'il y a une sorte de concurrence féroce comme ça. Mais en fait, il y a des concurrents qui sont juste potes, quoi. Mais j'ai jamais été jaloux de qui que ce soit. En fait, c'est pas le joueur qui fait les choix. C'est l'entraîneur qui décide à la base, ou c'est la direction qui choisit de mettre un mec à ton poste. Donc en fait, le joueur, il se bat pour exactement la même chose que moi. Pourquoi je me battrais avec lui? Justement, je me bats avec lui pour essayer de devenir encore meilleur. Et si tu peux avoir une super entente avec ton concurrent, mais c'est top. Tu sais qu'il n'est pas là sur le banc en train de te tailler. Moi, je le ferai jamais. Et on se tire vers le haut tous les deux. Donc ouais, moi, je préfère discuter, avoir une super relation avec mon concurrent plutôt que pas de relation du tout. Il y a une photo que j'adore, c'est celle de Pastore qui explose de joie après son but légendaire contre Chelsea. Et je te parle de cette photo parce que c'est une photo où on te voit derrière. En fait. Ouais, je suis en arrière-plan comme tu toujours. Tu la connais cette photo ou pas? Non, mais je te la montrerai après, mais on voit Pastore comme ça et on te voit derrière qui explose de joie également. Je me rappelle de l'action. Justement, est-ce que tu peux nous raconter ce moment parce que tu es aux premières loges finalement? Ouais, oui, et puis c'est, je pense, le meilleur match de ma carrière. Je pense que je le fais ce jour-là, ouais. Très décrié avant le match. J'ai c'est le point faible de Paris, Hazard c'est le point fort, on va se prendre une branlée à cause de lui, ici et ça. Et je pense que c'est le meilleur match de ma carrière, et validé par le travail exceptionnel de mes partenaires ce jour-là, et notamment de Ravière qui met ce but de folie à la fin, quoi. Moi je le suis, je le vois, je l'appelle pour qu'il me la donne, mais en fait je veux pas qu'il me la donne parce que je veux qu'il aille le mettre ce but. Et ouais, il met un but de fou, et là c'est la libération, la course vers le poteau là-bas. Et on se dit, putain, on est en quart de finale, ça y est, on gagne 3-1 à la maison, on va peut-être vaincre le signe indien qu'on n'avait pas réussi à faire tomber l'année d'avant. Après 198 matchs au Paris Saint-Germain, tu pars à Lyon, puis à Nice, avant de terminer ta carrière à Amiens. Quand tu regardes dans le rétro, quelle place a eu le PSG dans ta vie? Déjà, c'est le summum au niveau des titres, parce qu'après, il n'y en a plus. Non, mais c'est vraiment c'est le top de ma carrière. Je pense, même si à Lyon, j'ai vécu 3 super années, que notamment, non, mais même les 3, elles sont plutôt bonnes sportivement. Parce qu'en plus, même à Lyon, tu es en équipe de France encore. Oui, même à Nice encore après derrière, mais Paris, c'est, je pense que je suis pas loin de l'apogée, en fait, j'arrive à maturité, c'est-à-dire que j'ai 28, 29 ans,
On dit que souvent, c'est là où, Ouais. pour un footballeur, on se sent le mieux. Et effectivement, alors, il y a eu des petits pépins physiques, mais T'es triste quand tu pars ou tu te dis, ouais, je voilà, suis c'est une triste. page à tourner? Je suis triste, mais je sais pourquoi je le fais. Ouais. Parce qu'aussi, le PSG me ressemble un peu moins maintenant. Hmm. Et c'est pas se dévaluer, mais je pense que j'ai aussi un peu moins ma place et que je sens que mon temps de jeu va se limiter et que j'ai envie de jouer au foot en fait. Ouais. Et que l'herbe elle est aussi verte ailleurs. Et même si c'est un déchirement, hein, franchement, c'était trop dur de laisser quelques potes ici, de se dire putain, je gagnerai peut-être plus. J'aurai peut-être des joueurs de moins haut niveau. Comment sera la suite de ma carrière? Parce que là, je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je vais gagner. Mais ce que j'allais gagner, c'est du temps de jeu. Donc Ouais. j'y allais surtout pour ça. Là, les gens qui écoutent seulement le podcast ne le voient pas, mais on est au Parc des Princes. Ouais. T'as le parc. Quand tu le vois comme ça, le parc derrière, ça te fait toujours quelque chose quand tu... Ouais. Bah toujours. Et puis bon, il a bien évolué depuis le temps où, Ouais. où moi je passais mes avant-entraînements de veille de match à être dans les tribunes là avec mes potes en train de discuter sur le match du lendemain ou aller voir dans les bureaux dire bonjour à tout le monde parce qu'on se voyait pas souvent. C'est une autre dimension, un autre monde, mais c'est un écran magnifique, c'est une pelouse sur laquelle on a toujours envie de jouer. Et puis aujourd'hui, il y a le step supérieur du stade du champion d'Europe, quoi. Donc Bien c'est sûr. la classe absolue. Évidemment. On approche de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, l'interview type, 11 questions sur ton passage Oulala. au PSG. Première question, quel est ton meilleur souvenir d'ambiance au parc? Meilleur souvenir d'ambiance, c'est ma première titularisation, un Lyon-PSG, dimanche soir, 21h, avec Pedro Miguel Paoletta qui donne le coup d'envoi. Et là, tu vois, ça me passe encore. À chaque fois que j'évoque ce souvenir, c'est... moi, c'est mon premier match titulaire, j'ai une pression incroyable, je dois gagner ma place et être bon. Et Pedro, il donne le coup d'envoi, et là, pendant 5 minutes, alors déjà Pedro, j'entends le stade qui le vénère, je me dis, waouh, le bâtard, la chance. Et puis, ça part, coup d'envoi, arrêt du Goloris, corner, frappe de Jérémy Clément, le stade, il est folie totale pendant 5 minutes, c'était dingue. Incroyable. Quel était le joueur le plus drôle lors de ton passage au club? Il y en a beaucoup, hein. C'est dur de dire le plus drôle parce que des cauchemars, il y en a eu. Bon, allez, je dirais Guillaume Haro parce qu'on a le même type d'humour avec des boutades et des jeux de mots à la con. Ouais. Quel était l'attaquant adverse quand tu as joué au PSG qui t'a fait le plus de mal? Nicolas Maurice Bellet. Ah ouais? Oh. Ah, il te travaillait lui? Ouais. Mais de toute façon, tu peux me dire de tous les joueurs contre qui j'ai joué dans ma vie. Mais non. Mais je te jure. Nicolas Maurice Bellet, incroyable. Incroyable. Je Et sais pourquoi pas il te ce qu'il faisait mal, avait lui, contre en fait? moi, j'en sais rien. J'arrivais pas à le lire. Et il est contrôle orienté, il était toujours en train de bouger comme ça. Je me rappelle d'un match à Trophée des Champions au Gabon. À la mi-temps, je croyais que Laurent allait me sortir tellement il m'avait mis la misère. J'avais horreur de jouer contre lui. Bordeaux, Sochaux, c'était un enfer. C'est drôle. Ouais. Quel est pour toi le plus beau but que tu as mis avec le PSG? Il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Mais qui s'enflamme. J'en sais rien. Le plus beau but, alors il est pas dégueu, il est beau, c'est un beau but, mais il a une signification particulière. Donc c'était un match où il n'y avait personne dans le stade contre Karpaty Live en Coupe d'Europe. Je vais me mettre une frappe de 32 mètres sur un ballon qui ressort de demi-volée au ras du poteau. Personne ne va s'en souvenir parce que je te dis, il y avait vraiment 5000 personnes un jeudi soir à 19h. Maintenant les gens vont aller voir sur YouTube pour le but, quoi. Mais ça survenait pas très longtemps après le décès du père de mon ex-femme et c'était un moment très triste et j'ai pu lui faire une petite dédicace. Donc, voilà. En plus, c'était émouvant. En plus. Ouais. Maintenant que c'était fait exprès ce but en équipe de France? C'était un centre ou c'était une frappe? Bah non, c'était un centre, évidemment. Évidemment, parce que je pense que ma réaction en témoigne largement après. Oui, c'est vrai, oui, je m'en souviens. Ouais. Ça faisait partie des choses pourquoi Sylvain Armand disait que j'étais assis sur la Tour Eiffel. Voilà. Il me dit, c'est pas possible, toi, t'as toujours eu du cul, c'est pas vrai, quoi. Donc non, c'était un centre raté, ras de terre au second poteau qui finit sous la barre, donc magnifique. Quel est pour toi le plus beau maillot du PSG que t'as porté? Il y en a beaucoup. Ton préféré? Mon Celui qui pour toi était le plus beau? Je veux faire de peine à personne, hein, mais les couleurs classiques, le maillot institutionnel, j'ai adoré le porter, mais il y en a un que j'ai kiffé, c'est c'est le rouge, tout rouge. Ouais. C'était pour les 40 ans du club, je crois. Ouais. Je sais pas, il avait une signification particulière. Je sais pas, je le trouvais beau, j'aimais le porter. Et je me suis dit, j'étais là l'année des 40 ans. Pas mal. Quel est le joueur avec qui tu t'entendais le mieux sur le terrain de ton passage au Paris Saint-Germain? Ouais, j'adorais jouer avec Ravière. Ouais. Qui joue dans l'axe ou sur le côté, mais vraiment sur le côté. En fait, ce que j'adorais avec lui, c'est que
il prenait toujours mon appel en compte. S'il pouvait me la donner, il pensait que c'était un meilleur choix, il allait faire autre chose. Mais je dédoublais pas juste pour dédoubler, juste pour lui libérer un espace. S'il pouvait m'utiliser, enfin c'était fluide avec lui. Je sais pas, je le comprenais, il me comprenait, c'était simple et ouais, j'ai kiffé jouer avec Javier. Qui sont les joueurs avec qui tu as gardé contact aujourd'hui du PSG? Ouais, il y en a quand même pas mal. Ouais. Mais alors, il y en a que j'ai revu récemment, Jérémy Ménez, Kevin Gamero, j'habite pas très loin de Nico Douchez et Clem Chantôme, Sylvain Armand, Jérémy Clément que j'ai revu il y a pas très longtemps, Ouais, donc c'est une belle bande de potes. Verding, je suis archi pas téléphone, je suis même une catastrophe. Oui, t'es pas sur les réseaux sociaux. Non, Ouais. mais voilà, voilà, tous mes amis, ma famille me détestent pour ça. Mais on se revoit quand même assez fréquemment avec pas mal d'anciens du club. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu te souviens d'un but, alors hors Pastore, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, est-ce que tu te souviens d'un but d'un partenaire où tu t'es dit « Waouh, c'est quoi ce but de fou qu'il vient de mettre quoi ?» Bon, il y en a plein aussi, hein, mais Mais vraiment un but qui t'a choqué quoi, ouais, de ton passage à Paris. Zlatan contre Bastia, cette espèce d'aile de pigeon là, en mode destructeur, Terminator là. Ouais. En plus, c'était un match où on avait gagné largement. Je me rappelle, il faisait beau. Bel après-midi au Parc des Princes. Maillot militaire pour Bastia. Exactement. Ouais. Et ouais, tu te dis, bon, il n'y a que lui pour faire des trucs comme ça, quoi. Je ne reverrai jamais dans ma vie. Ou celui-là, ou celui du Vélodrome aussi. Quel est le joueur qui avait le meilleur style vestimentaire, le plus stylé? Le plus stylé. Alors, il y en a beaucoup qui tentent des choses. Alors moi, ils diront tous que je suis très classique et que je ressemble à rien, ce qui n'est pas faux. Mais alors, eux, des fois, ils tentent des trucs. Mais allez, le plus stylé, je dirais Sia Katiene. Ah ouais, c'était lui? Ouais, lui, la mode, laisse tomber. T'es loin. Hein. Je Ah ouais, il mettait des trucs. mais du coup, ça charrie un petit peu dans le vestiaire ou pas? Toujours, bah ouais. Oui. Bon, de toute façon, que tu t'habilles bien. Oui, en fait, tu te fais charrier tout le cher, temps. En fait. pas cher, moche, pas. En fait, tu te fais terminer tout le temps. Il faut le savoir, dans un vestiaire, c'est comme ça. Mais justement, en plus, ça c'est intéressant. En fait, tu dois être armé le niveau de la vanne quand t'es un joueur de foot. Ah bah normalement, après, tu peux te débrouiller dans n'importe quel milieu. Pas de problème. Quel est de tous les joueurs que tu as côtoyé au PSG le plus impressionnant? Vraiment celui où tu dis, ouais, c'est le plus fort. C'est le joueur le plus fort avec qui j'ai joué. Il y en a vraiment beaucoup Ouais, au PSG avec qui j'ai joué, mais on dit très souvent Zlatan, c'est vrai, ok, je pourrais le redire une millième fois, mais dans mon domaine, à moi, Thiago Silva, il m'a vraiment énormément impressionné quand il est arrivé. Je le trouvais visionnaire, facile techniquement. En fait, le mec, il ratait quasiment rien et j'avais l'impression qu'il savait toujours où le ballon allait se retrouver 10 secondes plus tard. Tu sais, il avait une capacité d'anticipation. Moi, c'est vraiment quand il est arrivé où je me suis dit, waouh, quel défenseur. Tu vois. Il y en avait déjà des très forts avec nous. Mamad dans l'agressivité, l'amour du club, du maillot, tu vois, le chien. Et lui, c'était. Tu pouvais te dire, son short, il est passé à la fin du match parce qu'il a tout vu avant tout le monde. Et enfin, la dernière question, si tu dois retenir un match de ton passage au PSG, juste un seul, c'est lequel? Bah ouais, je retrouve le PSG de Chelsea parce que individuellement et collectivement, c'était un grand moment. Moi, je pense que j'ai dû chialer dans la voiture après le match. Ouais, parce que c'était dur avant le match. C'est pas souvent que j'ai été remis en question comme ça et j'ai un peu tout qu'avait lâché, la joie d'avoir gagné 3-1 avec un match de fou, une ambiance de folie, des buts incroyables et en même temps le sentiment du devoir accompli en levant son majeur en disant je vous emmerde quoi. Christophe, ta carrière a commencé en 2003, elle s'est terminée en 2020. Est-ce que pour terminer, tu peux nous raconter l'après car je dois te faire un compliment, je te le disais tout à l'heure en off, je trouve que tu es un très bon commentateur. Hein. Non, vraiment, je trouve que tu es un très bon commentateur, c'est toujours très juste, précis, pertinent. Comment ça se passe cette nouvelle vie de Christophe Jallet, commentateur de matchs de foot? Eh ben, la nouvelle vie, elle est géniale, mais elle est fatigante. Ouais, ça voyage beaucoup en plus. Ouais, c'est plus pas dans les mêmes conditions. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est vrai qu'on se plaint souvent quand on est joueur. De toute façon, le footballeur, il faut le savoir, est un éternel insatisfait, à tout point de vue, et peu importe le niveau. Tu continues d'envoyer les photos à Jérémy Morel de tes chambres d'hôtel? Non, ça j'ai arrêté. Sinon, il serait inondé, j'y suis trop. Mais non, ça se passe bien parce que aujourd'hui, je mêle plein de passions différentes au sein de la même. C'est bizarre ce que je veux dire, mais j'ai la chance de commenter des matchs et de très bons matchs dans des stades incroyables. Alors oui, c'est fatigant, il y a des déplacements, toujours le stress mental de ne pas rater les avions, des trucs. Le stade le plus impressionnant pour toi, où tu as commenté? Où j'ai commenté, franchement, San Siro l'année dernière pour la demi-finale retour Inter-Barça, c'était quelque chose. Ah ouais, j'imagine. Ouais, c'était dingue. Mais sinon, après, le stade le plus impressionnant dans lequel j'ai évolué, en tout, c'est Beşiktaş. Ah ouais Oui, l'ambiance turque, quoi. Ah, incroyable. Et du coup, alors, tout à l'heure, on a beaucoup parlé en off de ta carrière de commentateur. Justement, il y a une question qui m'intéressait, c'est quand tu commentes le PSG, bah justement, il y a un truc un peu différent, quoi. Et toi, tu fais ton métier et tu dois le faire de façon un peu impartiale. Mais tu me parlais tout à l'heure de la finale de la Supercoupe contre Tottenham,
on te voit comme ça exploser de joie parce que ça reste quand même ton club, quoi. Bah oui, si je commentais des matchs de Ligue 1 du PSG, je le vivrais intérieurement, mais je serais pas démonstratif et ce serait différent. Ouais. Je les commente en Coupe d'Europe. Donc en Coupe d'Europe, le parti pris, il est autorisé. Oui, et évidemment. donc je ne vais pas me cacher d'être content parce qu'une équipe française, et en plus celle que je supporte, marque un but. Je dois rester neutre et calme, clair, concis dans mon commentaire. Ça n'empêche pas d'avoir un petit ton qui fait que on est content, c'est normal. Le PSG marque un but en demi-finale de Ligue des Champions, ça ne doit pas être monocorde. Tu vois, si on ne vit pas l'instant, on sert à quoi? On sert à retranscrire ce que vivent les gens dans le stade et ce qu'on vit nous à la télé pour ceux qui n'y sont pas. Là, c'est normal qu'on soit content. Donc parfois, je suis un peu trop exigeant. D'ailleurs, je suis plus critiqué avec le PSG qu'avec les autres équipes, souvent quand je les commente. Bon, c'est difficile en ce moment d'être critique parce qu'ils sont quand même relativement très bons. Mais en tout cas, au début, quand j'ai commencé. Mais c'est toujours, je le vis différemment le match quand je le commente et que c'est un match important du Paris Saint-Germain. C'est une autre saveur que quand je commente n'importe quel autre club. Christophe, merci beaucoup pour tes réponses. Plaisir. Et surtout, merci de nous avoir fait rêver. Et puis à très bientôt. C'est gentil, plaisir Bye. partagé. Allez,